Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yonim et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Time Out, l'émission 100% basket, 100% NBA. Bonne année à vous tous et à vous toutes. Merci de nous être fidèles pour cette année encore. On va essayer de vous donner votre dose hebdomadaire de basket en 2021 en espérant que cette année soit mieux que l'année précédente. Ça peut difficilement être pire. On l'espère très prochainement. Le retour ce pourquoi on a signé, enfin, ce pourquoi certains ont signé dans cette émission, le studio radio. On espère vraiment pouvoir retrouver les studios très prochainement. En tout cas, merci à vous d'être là pour cette émission. Voilà, on va continuer d'enchaîner. La semaine dernière, on a on a fait nos pronostics sur les previews pour les trophées individuels. Pardon. On a parlé aussi également des trophées, des previews de toutes les équipes. On a essayé de parler des 30 franchises. Cette fois-ci, on revient à un schéma un peu plus classique. On va reprendre notre rythme d'une émission par semaine avec, pour cette première émission de l'année, un gros focus sur les meilleurs ou les pires duos de la Ligue depuis la reprise le 22 décembre dernier. Ça va être l'occasion de parler de leurs équipes respectives, des résultats de ce début de saison. Et puis, cette émission marque aussi le rendez-vous le retour des rendez-vous que vous connaissez déjà, les joueurs de la semaine, les coups de gueule ou les coups de cœur et le très célèbre Qui a dit en fin d'émission. Bien évidemment, je ne suis pas tout seul pour cette émission. On continue de faire tourner l'équipe. On a une rotation aussi impressionnante que les Nets cette saison. Et je ne sais pas si l'exemple est bien sorti ou pas. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous avoir, messieurs. Bonne année déjà. Benjamin, Seb, comment allez-vous, les gars? Ça va et Plutôt toi, pas Yannick? mal. Plutôt pas mal. Ben, t'as passé de bonnes fêtes? Bah, ça va, hein. Là, actuellement, on est le 4 janvier. Les Knicks ont un meilleur bilan que les Nets. Donc, la vie est J'étais sûr qu'il allait fantastique, sortir ça. Où on arrête le calendrier maintenant et on en playoff. hein. Ouais. Je Ah, sais ça pas pourquoi on t'entend pas très bien, Benjamin. Ça coupe un petit peu. Non, non mais tu as raison de le souligner. On ça n'a voit. pas duré très longtemps. Donc, je le souligne quand je peux, hein. T'as raison. Fan des Knicks, profitez-en et les fans des Nets, faisons profil bas en ce moment. Puis notre cher fan des Celtics qui est là, quel sourire quand même. Comment tu vas, Seb? Passez de bonnes fêtes. Écoute, des bonnes fêtes, de la bonne bouffe, de la bonne boisson. Et j'ai l'impression que je suis pas le seul, hein. Les Celtics aussi ont l'air d'avoir bien picolé parce que quelques matchs un petit peu étranges quand même. Mais bon, on s'y attendait, mais c'est pas grave, hein. Il faut bien. Fan des Celtics, c'est un métier en plein temps, c'est pas facile. C'est vrai. Mais bon, pour l'instant, ça va. Je pensais qu'on allait commencer un peu plus difficilement, mais je crois qu'on va de toute manière parler des Celtics un peu plus tard. On va en parler. Je vais pas trop spoiler. On va parler des Nets et des Celtics. Et justement, en parlant de ces équipes, on va revenir sur leur duo phare un petit peu. Je vous rappelle quand même que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta et sur YouTube pour voir les émissions avec des visuels notamment. Et puis, vous pouvez réécouter sur toutes les plateformes de streaming. Messieurs, ne perdons pas plus de temps. On est parti ensemble pour cette première émission de l'année 2021. C'est parti pour le temps mort le plus long de l'NBA. C'est parti pour une heure de time-out. Et je voulais commencer cette émission, messieurs, avant de parler des duos de la Ligue et des joueurs de la semaine, notamment, un petit coup de gueule. Alors, c'est un petit coup de gueule, c'est un petit coup de tristesse. Surtout, je voulais parler avec vous des blessures depuis la reprise de la NBA. Je me rappelle encore là, des longs débats qu'on avait eus avant que la saison reprenne dans la bulle en juillet dernier. On parlait du risque inconsidéré que la Ligue prenait à faire jouer ces géants athlètes avec une préparation limitée, une période d'inactivité de plusieurs mois. Je me rappelle des experts qui disaient que des journalistes, même des médecins qui prophétisaient des nombreuses blessures pour les joueurs, en invoquant notamment les chiffres de la NFL sur les blessures graves qui avaient triplé depuis la reprise de la saison en NFL. Et j'étais d'accord avec eux. C'est ça le pire, c'est que j'étais d'accord avec eux. J'avais très envie de revoir du basket, bien évidemment, surtout dans cette période, mais j'étais surtout intimement persuadé qu'on allait frôler la catastrophe avec les blessures.
Et pourtant, la saison a repris dans la bulle et pourtant, rien n'a explosé. Je sais qu'on adore les chiffres dans le basket. Je vais vous en donner quelques-uns que j'ai trouvés. Selon Sun Repeat, qui a comparé du coup les 89 premiers matchs joués dans la bulle et les premiers matchs des playoffs avec les 89 premiers matchs et les playoffs des 5 dernières saisons, le constat est assez simple. Les joueurs de la bulle ont raté 28% de matchs en moins pour cause de blessures par rapport à la moyenne des 5 saisons précédentes. Les joueurs blessés ont raté 2,9 matchs dans la bulle, soit 24% de moins par rapport à la moyenne des 5 saisons précédentes. Et le taux de blessure en playoff dans la bulle a diminué de 31% par rapport à la moyenne des 5 saisons précédentes. Autant vous dire que la bulle a été une réussite à ce niveau-là et que je suis assez triste et de voir que on a par exemple Klay Thompson qui est sur le flanc pour une rupture du tendon d'Achille. On a Chris Clemons avec les Rockets qui est out pour les mêmes raisons. Spencer Dinwiddie avec Brooklyn pour sa rupture partielle de ligament croisé. On a Marquise Chris même avec les Warriors qui s'est lui cassé la jambe à l'entraînement. Et puis les Grizzlies qui ont été décimés par les blessures. Morant, Porter, Jackson, Tilly. Il y a toutes ces stars, tous ces role-players, Aldridge, Towns, Gallinari qui sont aussi blessés ou en tout cas qui préfèrent prendre des précautions. Pour les raisons, je ne vais pas trop m'avancer. Mauvaise préparation, peut-être un rythme trop contraignant, l'intensité qui est de retour, les voyages qui sont de retour à l'autre bout des États-Unis, peut-être le manque de repos, peut-être que c'est juste le hasard du calendrier qui fait que. En tout cas, je suis quand même assez triste de voir qu'on a tous ces blessés. Et je ne vais pas vous mentir, on a une grosse pensée pour, bien évidemment, ces joueurs. Moi, ce que je vais faire dès la fin de l'émission, je vais aller dans mon appartement, je vais acheter une sauge et je vais la brûler partout pour que le destin ne se souvienne pas qu'il y a un mec de 2,13 m appelé Kevin qui traîne du côté de Brooklyn et surtout qu'il y a un platiste au handle de génie qui traîne aussi du côté de Brooklyn. S'il peut les oublier, le destin pour les blessures, ça pourrait faire plaisir quand même, mine de rien. On va en parler bien évidemment de ces deux joueurs. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule, ma petite tristesse de ce début de saison. Et je pense en tout cas à ces joueurs blessés, et aux supporters qui sont un peu dans l'attente des retours de certains. Voilà, messieurs, je vais quand même terminer ce monologue en vous filant la parole, puisque comme chaque début de saison, même chaque début de semaine plutôt, on va mettre en avant les joueurs de la semaine. Cette fois-ci, c'est vous qui les avez choisis. Ben, tu as choisi un joueur à l'Est. Cette fois-ci, est-ce que tu peux nous parler de ce joueur que tu voudrais mettre en avant pour ses perfs depuis le début de saison? Ouais, alors c'est pas vraiment un. Je sais pas si on peut le définir comme joueur de la semaine parce qu'il y a quand même eu pas mal de grosses perfs depuis le début de la saison maintenant parce qu'il n'y a pas eu émission classique depuis le début de la saison. Mais moi, j'avais envie de parler de Sabonis parce que le second jour après l'opening night, je me lève tranquillement pour voir un petit Knicks Pacers et je vois un grand blond qui tabasse Mitchell Robinson. J'avais rarement vu un mec le tabasser autant. Vraiment, c'était plus que juste du scoring et de la stat, quoi. C'était un vrai gars qui faisait tout ce que Mitchell Robinson ne savait pas faire, quoi. Donc voilà, après, je me suis vraiment intéressé à leur début de saison aux Pacers parce qu'ils ont joué donc 2 fois les Knicks. Ils ont aussi joué les Celtics dans un match qui était vraiment, vraiment intéressant où sur les dernières minutes, il a mis vraiment Tristan Thompson dans sa poche. Il a fait 2 spin moves plus le game winner, je crois, dans la même rencontre, enfin dans les mêmes dernières minutes. Enfin, vraiment, c'était un début de saison exceptionnel. Donc, j'ai regardé rapidement ses stats. Donc là, notre ami Domantas Sabonis, il est en 20 points, 11 rebonds, 6 passes, enfin 6,7 passes. Donc, c'est son meilleur scoring et meilleur nombre de passes en moyenne quoi, sur sa carrière. Donc, en fait, ce que j'ai regardé, c'est qu'il est en progression constante depuis qu'il est arrivé en NBA. Moi, je m'étais dit, l'année passée, il avait atteint un stade de All-Star dans une franchise qui joue le quatrième, cinquième spot de la conférence. Je ne pensais pas qu'il allait encore passer une étape. Et bien, si, il repasse, il augmente à chaque fois. Et en fait, le truc qui est ultra intéressant avec lui, c'est que
offensivement, il a tous les moves possibles et imaginables qui existent. Donc, que ça, pour un intérieur, je parle. Donc voilà, il a de la dextérité des deux mains. Au niveau du placement, il est impeccable. La puissance, quand il faut mettre de la puissance, face au panier, dos au panier, spin move, enfin, il a tout. Le seul défaut bémol qui, je pense, faudrait améliorer, c'est comme beaucoup d'intérieurs actuellement, soit en pâtissent, soit les font passer à un niveau vraiment extrême, c'est le shoot longue distance. Donc, il n'est pas mauvais, parce qu'il est à plus de 50% de réussite, mais il en prend très peu aussi. Donc c'est assez à nuancer. Mais voilà, très, très, très satisfait du début de saison de Sabonis, surtout les premières rencontres. Et bon, il nous a bien cassé la gueule, quoi. Folie. Mais c'est vrai, Sabonis, c'est un joueur. Après, il lui manque peut-être effectivement pas mal enfin, pas mal. Quelques petits trucs pour être ce joueur superstar qui pourrait être. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un joueur assez complet et assez intéressant à avoir dans son équipe. Je te le concède. Et Voilà puis il est pour plaisant surtout. carrément. Ouais. Oui, mais c'est un mec, t'aimes le voir jouer, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un joueur plaisant à regarder, quoi. C'est l'intérieur typique d'Europe de l'Est, comme on a vu plein. Peut-être un peu moins passeur que ses prédécesseurs, quoi. Mais je trouve que c'est un joueur hyper plaisant à voir jouer. Et puis Indiana qui est loin d'être si ridicule que ça, hein, je Après, trouve. quand tu vois qu'il y a des intérieurs qui font des matchs à 18 passes décisives, bon, le niveau est, est mis très très haut pour Nikola Jokic. Oui, pour le joueur de l'Est, depuis le début de saison, effectivement, tu fais bien de le mentionner. Euh, Seb, toi, à l'Ouest, on a parlé un petit peu. Qui tu voulais mettre en avant sur ce début de saison? Évidemment, si on essaye d'être le plus objectif possible, le joueur de début de saison à Essayons. l'Ouest, ce serait quand même le Barbu, parce qu'en termes de stats, c'est quand même assez ahurissant ce qu'il fait, surtout si on replace dans le contexte du début de saison, quoi. Mais moi, je voulais plutôt soulever un petit McCollum, parce que, encore une fois, on n'en parle pas du tout de ce type-là, parce qu'il joue derrière, ou à côté plutôt de Lillard. Mais encore une fois, je trouve que Lillard a quand même une tendance à faire des débuts de saison souvent poussifs, et c'est un petit peu le cas encore cette saison, même si ça va, hein, c'est pas ridicule. Et encore une fois, c'est McCollum qui sauve un petit peu les meubles de cette équipe, qui fait un début de saison relativement moyen. Je crois qu'ils sont en 3-3. Mais voilà, encore une fois, McCollum, il fait vraiment un début de saison hyper intéressant dans l'ombre. Défensivement, je trouve qu'il a step up. Je trouve qu'il a tout de suite attaqué la saison à fond, quoi. Les stats, petit point stats, bon, bah, il est quand même à 28 points. Je crois qu'il y a, quoi, il y a 6 passes, 4 rebonds. C'est ultra correct. Ultra correct pour un type qui défend beaucoup, pour quelqu'un qui joue beaucoup aussi. Il a 36 minutes. Donc voilà, je trouve qu'il est en plus, il est en réussite. Il prend beaucoup plus de 3 points qu'avant. Il les met. Je crois qu'il a plus de 40%. Donc c'est vraiment un super début de saison. Et encore une fois, on n'en parle pas assez, mais McCollum, c'est tous les soirs, il est là. C'est quand même très rare les soirs où McCollum il passe à côté, contrairement à Lillard qui, parfois, voilà, c'est un petit peu moins bien. Et je trouve que heureusement qu'il est à côté, quoi, parce qu'il gomme beaucoup d'erreurs défensivement. Bon, Portland, défensivement, c'est quand même relativement catastrophique, on va dire. Mais je crois qu'ils sont à 120 points pris en moyenne depuis le début de saison, donc c'est terrible. Mais voilà, McCollum, vraiment joueur hyper intéressant et qui n'a toujours pas été All-Star. J'espère que cette année, ce sera la bonne, parce que bon, il y a bien un jour où il va être All-Star, ce garçon, quand même, j'espère. Ouais, on en a parlé un petit peu dans les nouveaux All-Stars dans l'émission précédente. Mais c'est vrai que il me fait penser un petit peu, c'est un peu la comparaison un peu facile, mais voilà, à Bradley Beal aussi, dans le sens où ils étaient dans l'ombre de superstars de John Wall et de Lillard, qu'à un moment donné, ces joueurs-là ont été défaillants ou n'étaient pas là. Ils ont dû prendre le lead et depuis, ils assument ce rôle complètement. Et j'aime bien ce rôle de plus en plus important qu'a McCollum aussi dans cette franchise. Et effectivement, il fait partie des gars sûrs de la franchise et tu fais bien de le mentionner. On va en parler un petit peu là dans cette émission de ces duos. Messieurs, justement, enchaînons tout de suite avec la grosse partie de cette émission. On va passer au débat de la semaine. On va passer en mode code duo dans Time Out tout de suite. C'est parti. Et on est
retrouver dans Time Out, l'émission, la première émission de 2021. Vous l'avez entendu, on va parler des duos de la Ligue, des meilleurs et des pires depuis ce début de saison. Il y en a pas mal, j'en ai listé, mais de toute façon, toutes les équipes ont un duo qui se dégage. On en a sélectionné, nous, 5 pour revenir sur leurs performances et les performances de leur équipe, parce que depuis le début de saison, il y a environ 6-7 matchs et qu'on peut commencer à se faire une idée sur leurs performances. On va parler de Kyrie Irving et de Kevin Durant et de Kyrie Irving, pardon, de Ben Simmons et Joel Embiid. On va parler du duo des Celtics, les deux Jay. On va parler de Wall et Harden et de Zion et Brandon Ingram. En commençant, messieurs, avec le duo star de la Ligue, un petit peu, en tout cas à l'Est, Kyrie Irving, Kevin Durant, les Nets, qui sont actuellement un petit peu loin dans le classement, qui sont 9e à l'Est au moment où on enregistre l'émission. Ils ont perdu hier contre Washington. Je ne vous cache pas que ça me fait un petit peu mal au cœur quand tout le monde tape Washington et qu'on perd contre eux, ça fait un peu mal au cœur. Mais bon, justement, on est là pour en parler. Kyrie Irving, Kevin Durant. Juste avant de vous donner la parole, messieurs, j'ai compilé les stats vraiment au scoring pur et dur des meilleurs duos. Sans surprise, on retrouve au scoring James Harden et John Wall combinés ces 62 points depuis le début de saison en moyenne. Surtout James Harden. Surtout James Harden qui tourne à 37 points de moyenne. C'est certes que 2 matchs et donc ça, c'est à prendre avec des pincettes. Juste derrière, on a Kyrie Irving et Kevin Durant avec 55 points de moyenne, 26-8 pour Kyrie, 28-2 pour Durant. Et pour compléter ce podium, on a Damian Lillard et CJ McCollum, 26-3 et 28 points de moyenne pour un total de 54,3 points. C'est plutôt pas mal. Parlons de ce duo des Nets, qui sont donc 9e à l'Est. On les attendait, comme tu l'as dit, mon cher Benjamin, beaucoup plus haut, en tout cas au moins devant les Knicks, ce qui n'est pas le cas. Des difficultés sur le scoring, non, mais en tout cas sur les victoires, ça pèse pas lourd. Qu'est-ce que vous en pensez, Seb? Toi, cette équipe des Nets et globalement ce duo, comment il s'en sort pour toi sur ce que tu as vu sur ce début de saison? Moi, je suis assez surpris du fait qu'il y ait beaucoup de gens qui soient étonnés, voire déçus du mauvais, entre guillemets, début de saison des Nets. Enfin, c'est pas catastrophique non plus, hein. C'est quand même une équipe qui a quand même beaucoup changé cet été, quoi. On parle d'une équipe qui a changé énormément. Tu as 2 nouveaux joueurs qui arrivent quasiment, quoi. Ça change beaucoup de choses. Tu as un nouveau coach. C'était évident que ça n'allait pas commencer en 6-0 et qu'ils allaient rouler sur la ligue, quoi. Maintenant, sur le duo en tant que tel, moi, je trouve quand même, je m'attendais vraiment à pire, quoi. Je m'attendais vraiment à un début beaucoup plus poussif. Durant, dès le premier match, quoi. Dès le premier match, tu as senti c'était comme s'il n'était jamais parti, en fait. Alors évidemment, défensivement, Durant, c'est peut-être plus le Durant des Warriors, ça d'accord. Et encore. Mais je trouve que il n'y a pas tant de choses à ça à leur reprocher. En tout cas, peut-être Kyrie Irving sur ses choix de shoot, et encore. Pour moi, le problème, il est ailleurs. Le duo, c'est vraiment pas le. Je sais que tout le monde va se focaliser sur le duo parce que voilà, c'est comme ça, c'est le star system. Dès qu'il y a un truc, dès que ça va pas, on tape sur le duo. Maintenant, pour moi, le vrai problème, il n'est pas sur les deux en tant que tels, mais sur comment ils vont impliquer les autres. Moi, j'ai quand même du mal avec le début de saison de Caris LeVert. Je pense que lui aussi a du mal avec son début de saison. Je pense que son nouveau rôle de Ginobili, sixième homme, tout ça, j'ai pas l'impression qu'il soit très à l'aise. Euh, Après, voilà, et défensivement, bon là pour le coup, défensivement, il va falloir faire quelque chose. Mais non, pour moi, je suis pas inquiet du tout pour les Nets. Je suis pas inquiet sur les deux. Ils n'ont pas montré de rechute physique, etc. Surtout KD. Kyrie peut-être un peu plus, mais KD, moi, enfin, c'est terrible, quoi. L'autre, il s'est fait le talon d'Achille. On a l'impression qu'il est jamais parti, quoi. Donc moi, sur les deux, j'ai pas trop d'inquiétude. J'ai plus d'inquiétude sur la synergie globale du projet, quoi. DeAndre Jordan, qu'est-ce qu'on fait DeAndre Jordan? Ah, putain. Ça, c'est une question qui va se poser à un moment parce que clairement, je pense qu'il a plus sa place dans cette équipe-là, quoi. Ou alors en bout du banc, il a commencé, je crois, tous les matchs. Je crois qu'il est titulaire sur tous Ouais. les matchs. Ouais. Oui, C'est pas là, normal qu'il sur soit les derniers, titulaire quand. il joue moins. Jarrett Allen joue 20 minutes en moyenne quand Jordan va en jouer 12. Du coup, il joue moins. Mais je suis d'accord avec toi. Mais voilà, à l'intérieur, il y a un problème à côté de Durant.
Et puis, ouais, il faut que Levert il rentre dans sa saison aussi. Parce que sur le banc, quand un des deux se barre, c'est drôle parce que Steve Nash, il essaye évidemment de faire en sorte qu'il y en ait toujours un sur le terrain. Mais les quelques minutes où, voilà, où ils sont moins dedans, où ils sont pas sur le parquet, c'est ultra poussif, quoi. Et c'était quoi? Contre Atlanta et même Washington, enfin les deux dernières défaites, hein, c'est flagrant, en fait. Ah non, c'est lequel qu'ils n'ont pas joué, je sais plus. Il y en a un des deux qui n'ont Non, pas joué. ils ont pas joué Memphis, je crois. Memphis, ouais. Ah oui, non, non, ils étaient là, oui. Non. Donc dès qu'ils sont pas là, tu le sens tout de suite, en fait, et évidemment. Mais pour moi, il faut plus se focaliser sur ce qu'il y a autour que sur Durant et Irving, qui, je pense, d'eux-mêmes vont quand même réussir à trouver la solution s'ils ne l'ont pas déjà trouvé. Ben, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de tout ce qu'on a dit un petit peu de ce duo-là? Et est-ce que pour toi, si eux, en tout cas, ont l'air d'être au top, plus ou moins physiquement et en termes de scoring, est-ce que leur rôle de leader va pas être aussi de mettre en confiance les autres, d'aller chercher peut-être des solutions? On le sait, Steve Nash est un coach jeune, peut-être que eux ont aussi la solution. On a vu, enfin, en tout cas, j'ai vu des images, par exemple, là, de Kevin Durant qui attrape Joe Harris juste avant le retour des vestiaires pour lui expliquer, l'a pris à part pour lui expliquer deux, trois choses. Est-ce que pour toi, ils vont devoir être plus impliqués aussi dans ce rôle-là pour faire que la victoire revienne à Brooklyn? Bah, forcément, c'est sûr que sur les années précédentes, les deux joueurs ne sont pas réputés comme étant les plus grands leaders. C'est sûr que c'est pas LeBron, c'est pas Damien Lillard ou des gars comme ça. Par contre, moi, je rejoins totalement Seb sur le fait que pour moi, il n'est pas encore à s'inquiéter. Parce que j'ai vraiment l'impression, sur le début de saison, les 3 ou 4 matchs que j'ai vus, c'est qu'ils se sont testés à 100% sur les 2 premières rencontres contre des gros calibres, qui sont censés être des gros calibres. Donc, c'était Warriors et Celtics. Et j'ai vraiment l'impression que maintenant, alors certes, ils vont devoir réaccélérer de temps en temps, mais il commence à y avoir du load management. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus déjà en gestion parce qu'ils savent qu'ils ont tous les deux des physiques assez comment dire, pas très solides, quoi. Donc j'ai l'impression qu'ils commencent déjà à se gérer. Alors je ne sais pas si c'est la bonne décision parce que, comme l'a dit Seb, tu as un nouveau coach. Tu as 2 nouvelles stars qui viennent dans l'équipe. En plus de ça, tu as des nouvelles rotations. Donc, il y a Bruce Brown qui est arrivé, il y a Shamet qui joue, il y a Timothée Luaou qui a pas. Enfin, l'année dernière, il n'a pas joué toute la saison. Il est juste arrivé en fin d'année dernière et il s'est créé une place. Enfin, ce pas des gars qui jouent depuis 2 ans ensemble, quoi. Donc, je ne sais pas si cette gestion que j'ai l'impression qui se met en place est la bonne décision, mais ce n'est pas pour autant que je suis inquiet pour eux, quoi. Je pense ça ne serait pas impossible que dans 3 semaines, ils enchaînent 7 victoires de suite, quoi. Et voilà, c'est bon, c'est retourné, c'est sur les bons rails et tu finis troisième à l'Est. Et voilà, tu arrives en demi-finale de conf sans jouer plus de 33 minutes par match, quoi. Surtout que les Nets ont un calendrier relativement pas trop compliqué sur cette première partie de saison. En tout cas, il y a moyen d'enchaîner les victoires. Avant de passer à la suite, Seb, peut-être quelque chose à ajouter sur cette équipe-là et sur les Nets, peut-être plus globalement, sur ce que tu as vu depuis le début. Pour toi, vraiment problème de défense, mais ça va s'ajuster euh, Bah, au fil des non, matchs. défensivement, je pense pas que ça va s'ajuster, hein. Mais offensivement, j'avais peur, quoi, parce que évidemment, l'organigramme du coaching fait un petit peu flipper, hein. Quand on voit les noms, on se dit, oh merde, est-ce que ça va être le retour de D'Antoni Basketball, etc. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était moins le cas. C'était moins stéréotypé que ce que D'Antoni avait pu montrer dans ses autres équipes. Par moment, il y a quand même des séquences, surtout en deuxième mi-temps, où c'est quand même très un contre un, très solo basket. Mais bon, quand tu as deux joueurs comme ça, je veux dire, c'est pas déconnant non plus. Mais je m'attendais à pire, franchement, en termes de qualité de jeu offensif. Je m'attendais à beaucoup plus de show individuel. C'est le cas, mais pas à un niveau que j'attendais, quoi. Et encore une fois, je trouve que Kevin Durant, on n'en parle pas, mais son retour est quand même assez incroyable, quoi. Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il force, comme le dit Ben, mais sans forcer, il est en 30 points de moyenne, quoi. Donc c'est assez incroyable. 30 points, 11 rebonds là contre Washington, je crois. Juste pour finir, je crois qu'en plus, il y a 1 ou 2 matchs qui perdent vraiment à deux possessions près, quoi, hein, vraiment quasiment rien. Donc ça se voit, enfin, les gars, ils n'ont pas joué depuis Durant depuis 2 ans. Ces shoots-là, les shoots qu'il a loupés là, dans 2 mois, il les met, quoi. Faut lui laisser un peu de temps, quoi. Donc ça se trouve,
Tu prends cette séquence-là, tu la remets dans 2 mois, bah, c'est 2 victoires et donc le bilan est positif, tu dis plus la même chose. C'est vrai, il serait qu'ils ont Kyrie et Kevin Durant ont loupé les deux derniers shoots contre Washington, là, les shoots de la gang potentiellement. Je pense que vous avez raison sur le fait qu'on va leur laisser peut-être un peu de temps. En tout cas, Brooklyn n'est pas si loin que ça. Toujours 3 victoires, 4 défaites pour l'instant. Neuvième de la conférence Est. On va enchaîner, messieurs, si vous le voulez bien, avec un autre duo toujours à l'Est. On va remonter un petit peu plus haut dans le classement, voire tout en haut du classement, puisqu'on va parler de Ben Simmons et de Joel Embiid, qui sont tous les deux avec leur équipe premier de la conférence Est, 5 victoires, 1 défaite. Les Sixers, enfin, j'ai envie de vous dire, au top de cette conférence Est. Est-ce que c'est le fait de ces deux joueurs-là? Simmons est à 13,5 points de moyenne offensivement, Embiid à 25. Est-ce que c'est le fait de ces deux joueurs-là? Est-ce que on a enfin trouvé une alchimie pour ces deux joueurs pour rester leader de la conférence Est peut-être? Ou est-ce que, comme le pense très souvent notre ami Théo, virons Ben Simmons, récupérons James Harden et ça sera encore mieux? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Seb? Moi, je pense que c'est un non-débat. Parce que je pense absolument pas que ce soit le duo qui soit la clé de cette équipe-là cette année. Moi, je pense que si les Sixers sont premiers et sont numéro un dans quasiment toutes les catégories, en tout cas défensives, c'est pas grâce au duo Embiid-Simmons. C'est grâce à Embiid d'un côté, un peu moins de Simmons de l'autre, et puis surtout beaucoup grâce à l'entourage. Surtout. C'est la grande différence par rapport surtout l'année dernière. C'est que cette année, tu as enfin, en tout cas sur le début, je trouve un Tobias Harris qui est beaucoup plus impliqué offensivement. On a un Seth Curry qui, dans un rôle de 3&D, qui est en réussite totale et qui est bon en plus. Je trouve qu'il montre vraiment des bonnes choses. J'avais des doutes sur lui. Et pour l'instant, il est vraiment utile. Il n'en fait pas trop. En fait, c'est ça la différence. C'est qu'autour d'eux, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus cohérent dans le jeu, à l'image de leur intersaison. Maintenant, est-ce que les deux en tant que tels, mon avis va changer sur le fait que pour moi, ça ne peut pas gagner tous les deux? Ça ne changera pas. Moi, je pense que Embiid commence très bien sa saison. Simone, c'est un petit peu. En tout cas, on sent qu'offensivement, il est de moins en moins impliqué. Enfin, il s'implique de moins en moins dans le scoring. Je crois que c'est son nombre de tentatives de shoot, ça a chuté cette année. Je crois qu'il a moins de 4. Enfin, c'est vraiment très peu, quoi. Mais c'est bien, en fait, ça marche. Donc, s'il continue dans cette idée-là, c'est-à-dire vraiment un focus total sur Embiid offensivement et un Simmons qui est beaucoup plus dans la distribution et qui tente moins. On l'a vu encore l'année dernière quand il prenait ces espèces de longs 2 où il essayait de driver un petit peu maladroitement. Tout ça, il les a effacés en tout cas sur ce début de saison. Donc ça, c'est bien. Mais pour moi, c'est absolument pas le duo en tant que tel qui est à mettre en avant sur ces Sixers, quoi. C'est vraiment l'équipe. Et ça, pour le coup, c'est une première chez les Sixers depuis un moment qu'on met en avant le collectif et pas juste Embiid, quoi. Et Qui c'est fait d'ailleurs un très bon début de saison. Et c'est pour ça qu'on en parle et tu fais bien le dire, effectivement. Embiid, donc 25 points, Ben Simmons, 13,5 points de moyenne. Le deuxième meilleur marqueur de cette franchise, c'est Tobias Harris, donc avec 18,8 points. Et le troisième, du coup, c'est Seth Curry avec du coup, 16,2 points de moyenne. Messieurs, enfin, du coup, Benjamin, toi, les Sixers, qu'est-ce que tu retiens là de cette franchise là sur ses premiers matchs. Et est-ce que pour toi, pareil, on déplace un peu le débat en parlant de ce duo-là? Et est-ce qu'il faut véritablement mettre beaucoup de choses à crédit sur ce collectif au final? En fait, moi, je suis d'accord avec Seb, mais moi, je suis encore plus nuancé que lui parce que je trouve que, enfin, même, en fait, ils n'ont pas eu de réelle adversité, en fait. Quand tu regardes les rencontres, là, avant l'émission, j'ai regardé vite fait parce que j'avais juste deux, trois souvenirs de rencontres qu'ils ont remportées, donc notamment contre les Knicks, l'opening game contre les Wizards, et après, je me rappelais vite fait d'une victoire contre Charlotte. Et en fait, ils ont joué aucune top franchise, quoi. Donc, alors je regarde juste, il y a, ouais, ils ont gagné contre Washington, New York, Orlando, Charlotte et Toronto. Donc, c'est des équipes qui sont quasiment toutes en bilan négatif, quoi, à part Orlando, je crois, et Cleveland. Mais Cleveland, ils ont perdu le match. Donc, en fait,
Oui, oui, c'est intéressant parce que c'est des matchs qu'il faut gagner. Quand tu joues contre des faibles équipes, si toi tu veux t'imposer en tant que leader, tu dois les remporter les matchs. Oui, Tobias Harris est plus impliqué. Oui, Seth Curry, bah, bien sûr que Seth Curry à la place de Josh Richardson, pardon, ça change les choses. Oui, l'apport de Tyrese Maxey sur le banc ou même Check Milton, c'est intéressant. Après, c'est comme Seb. Est-ce que tu vas me convaincre avec ça que Philly, ça peut taper une finale de conf? La question, je ne suis pas très, très convaincu, quoi. Ouais. Et puis, Ouais. euh, et puis ouais, sur Curry, je pense pas qu'il va rester à ce niveau-là toute la saison. En tout cas, je l'espère pour les Sixers. Et pareil j'imagine que quand ils vont commencer à affronter des adversaires un peu plus solides, je pense que Tobias Harris va commencer à perdre un petit peu d'éclat. En tout cas, on va moins le voir parce que Embiid va prendre plus de place et avoir plus de ballons. Mais en tout cas, sur ce côté calendrier, certes, ils ont des adversaires faciles, mais contrairement aux autres années, Ouais. ils gagnent. Et Ouais. ça, Ah, ça, c'est pas les leur. équipes qu'on retrouve sur le podium, c'est pas forcément celles qui gagnent tous Ouais. leur match-up contre les tops équipes. C'est celles qui gagnent contre toutes les autres. Ah bah, Toutes les équipes hors playoff jusqu'à la septième place, ils gagnent tout le temps et ça sweep les séries. Ça, c'est un truc qu'ils faisaient absolument pas. C'était une équipe qui gâchait des matchs avec des pertes de balles à la con, des matchs où ils passaient à côté, où ils voulaient pas jouer. Pour l'instant, il n'y a que 6-7 matchs. Bon, pour l'instant, on le voit pas. Mais en tout cas, c'est bien, quoi. Et puis là, le calendrier, il est encore sympa, encore quelques matchs, donc ils peuvent engranger des victoires, etc. Mais ouais, moi, c'est c'est pour plutôt ça. positif. C'est pas, en fait, le calendrier, c'était pas pour dire, bon, voilà, tu joues contre des équipes faibles. C'était plutôt dans l'état d'esprit, on peut se calmer un peu, on verra dans quelques rencontres quand ils auront des gros chocs. Bien sûr qu'il faut les gagner, ces gros matchs. Et je pense que c'est pas. On vient de parler des Nets. Eux, peut-être que ces 3 matchs à la fin, ils vont se mordre les doigts quand ils seront cinquième à la place d'être quatrième et d'avoir l'avantage du terrain, quoi. Mm. Pardon, ça avait désactivé le micro. Oui, c'est vrai que les Sixers, on les sent quand même plus libérés, peut-être avec l'arrivée aussi de ce nouveau coach qui les a mis peut-être dans des conditions un peu plus collectives aussi. Il y a eu pas mal de débats justement sur tous ces duos, sur l'importance de Joel Embiid et de Ben Simmons. Peut-être que ça a un peu calmé tout ça et le fait de remettre un petit peu le collectif au centre de cette équipe-là leur fait du bien. À voir ce que va faire du coup Daryl Morey et avec, euh, avec James Harden si jamais James Harden devait arriver. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, les Sixers sont premiers de la conférence. On leur souhaite. Ça fait longtemps qu'ils trustaient et qu'ils regardaient avec envie cette première place. On leur souhaite, et on souhaite aussi à Théo notamment, de rester au top. Ça fait toujours plaisir pour les fans de NBA que nous sommes. Messieurs, on va se faire une toute petite pause jingle. On va enchaîner avec les 3 derniers duos de la ligue. Sébastien, ne t'inquiète pas, on va parler de tes Celtics adorés. Beaucoup de choses à dire sur ces deux joueurs. On se fait une petite pause jingle et on enchaîne tout de suite la suite de cette émission de Time Out. Et on est de retour dans cette émission de Time Out pour cette émission spéciale Code Duo. On a parlé de duos à l'Est. On va enchaîner pour voir un petit peu les meilleurs ou les pires duos de la Ligue en ce moment. Enfin, les pires. Ceux qui ont un petit peu déçu en termes d'attente, notamment Irving Durant, surtout sur les résultats collectifs. On va parler d'un autre duo à l'Est. On va parler des Celtics, je vous le disais, Jaylen Brown, Jalen Tatum, qui emmène pour l'instant les Celtics à la 6e place à l'Est. 4 victoires, 3 défaites pour les Verts en ce moment. Alors, je vais te chauffer un petit peu, mon cher Sébastien. Je sais que tu es fan des Celtics. On a vu passer cette semaine une jolie déclat de Kendrick Perkins qui raconte souvent des j'ai pas de mots Des pour ce qu'il conneries, des raconte. conneries. Ouais, Si je peux le dire. disons-le, qui raconte souvent des conneries. Cette fois-ci, il a lancé un autre pavé dans la mare en disant que le meilleur joueur des Celtics n'était pas Jason Tatum, comme tout le monde pouvait le penser, mais bien Jalen Brown. Jalen Brown qui est pour l'instant
qui tourne, je l'ai noté, en 28 points de moyenne, alors que Tatum n'est qu'en 24,3 points de moyenne. Est-ce que, mon cher Sébastien, tu penses comme Kendrick Perkins, et est-ce que tu penses que pour une fois, il a raison en disant que, au final, le meilleur lutin n'était peut-être pas celui qu'on attendait pour ce début de saison? Qu'en Bah, penses-tu? une fois n'est pas coutume, Kendrick Perkins dit de la merde. Hein. Voilà, c'est pas nouveau. Et c'est pas être méchant contre Jalen Brown de dire que Jason Tatum est un meilleur joueur. Jason Tatum est un meilleur joueur que Jalen Brown. Mais l'erreur à pas commettre, c'est de vouloir les comparer. Parce que c'est vraiment deux joueurs très différents. Tatum, dès sa draft, c'est un joueur qu'on prend parce que c'est un talent générationnel qui impacte tout de suite. Il a impacté tout de suite. Dès ses premières playoffs, c'est quasiment le meilleur joueur de l'équipe offensivement. Brown, dès sa draft, c'était un projet, quoi. C'était quand il est drafté, c'est un espèce de freak athlétique, euh, très défensif, mais qui ne sait pas faire grand-chose d'autre, quoi. Même le drive offensif, il n'est pas bon. C'est une espèce de Jimmy Butler, quoi. Au moment où ils l'ont drafté, c'est un petit peu la même chose. Et on savait que c'était le projet était beaucoup plus long avec Brown, mais que tu pouvais avoir quelque chose de plus consistant. Et c'est ce qu'on a au bout de 4 ans. C'est-à-dire que Tatum, son grand problème, c'est qu'il a un talent fou, mais il est très inconsistant. C'est-à-dire que ses choix de shoot ne sont pas bons. Il n'est pas aidé par des systèmes de Stevens qui, comme tous les ans depuis qu'il est arrivé, c'est-à-dire que les 20 premiers matchs, il essaye, il bidouille, il fait de la merde. Et on le voit encore avec ses line-up. Il nous ressort des line-up avec deux bigs comme si on était en 2004. Ça marche pas, c'est dégueulasse. Mais c'est bon, c'est Stevens, quoi. C'est normal. Chaque année, il nous fait de la merde. Bon, c'est comme ça. Donc bon, voilà, Tatum, c'est comme ça. C'est un talent qui prend beaucoup de shoots, qui fait des choix discutables, mais bon, on ne le changera pas. Et puis, bon, il est quand même ultra clutch. Il a quand même, c'est quoi? Il a déjà 2 game winners après 6 matchs. Bon, voilà, quand il faut être là dans les moments importants, Tatum, en général, il est là. Brown, c'est un joueur beaucoup plus polyvalent, déjà. C'est-à-dire que défensivement, c'est quand même quelque chose. Et puis, tous les soirs, tu sais ce qu'il va t'apporter. C'est-à-dire que Tatum, il peut te mettre 40 ou 15. Brown, il va te mettre 20 points tous les soirs. Et elle est là, la différence. C'est que c'est moins flashy, c'est plus intérieur, il y a moins de 3 points, c'est moins beau à voir jouer, mais c'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus important. Donc, pour répondre à ta question, Jalen Brown n'est pas un meilleur joueur que Jason Tatum. Par contre, c'est un joueur plus important aujourd'hui pour les Celtics que Jason Tatum. Et la différence, elle est là. C'est-à-dire que dans le système Stevens, Brown, il est indispensable parce qu'il est trop bon des deux côtés du terrain. Maintenant, en ce moment, il fait des trucs qu'il ne fera pas toute la saison. Je veux dire, il va redescendre sur terre, Jalen Brown. Mais même quand il va redescendre à 20 points comme il fait, c'est déjà suffisant pour ce qu'il demande. Faut pas oublier pour ce qu'on lui demande. Faut pas oublier que cette équipe-là, elle joue sans Kemba encore. Donc évidemment, il touche beaucoup plus la balle et il met beaucoup plus de points. Quand Kemba va revenir, ça va redescendre un peu aussi. Et Tatum, j'imagine que Tatum va descendre aussi un petit peu. Donc faut pas non plus s'enjailler en mode ça y est, Jalen Brown MVP, Jalen Brown All-Star. J'irai peut-être pas jusque-là. Euh, Maintenant, les deux ensemble, ça marche bien. Et ça, c'est quand on va parler des autres duos, c'est pas quelque chose qui est forcément très courant. Un bon duo de 2-3 qui marche bien, c'est rare. Les deux, c'est complémentaire, ça marche bien ensemble. Et puis un petit mot sur la saison des Celtics. Comme tous les ans, c'est toujours chiant au début, ça joue mal, c'est pas beau, ça gagne pas beaucoup. Là, en plus, cette année, ils sont pas aidés, un, par la blessure de Tatum, la blessure de Kemba, et deux, un calendrier qui est quand même assez hardcore pour commencer une saison particulière. Hein. Parce que dès tes 6 premiers matchs, tu tapes Milwaukee, Brooklyn et 2 matchs de suite à Indiana. Pas évident. Donc moi, j'ai aucun problème avec les Celtics. Ça va aller mieux comme d'habitude, quoi. Au bout de 30, 40 matchs, ça va commencer à jouer. Et sur les deux, bah voilà, c'est deux joueurs très différents, mais Jason Tatum reste quand même un bien meilleur joueur que Jalen Brown. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ben, de ce duo-là? Pour toi, est-ce que ça fonctionne? Enfin, ça fonctionne, oui. En tout cas, ils sont sixième, donc on va dire que ça marche pas mal. Tatum, enfin Brown qui fait des pointes à 42 points sur un match. Voilà, on a des joueurs qui sont quand même en confiance, plus ou moins. Seb l'a dit, c'est des joueurs qui s'entendent très bien, en tout cas qui ont l'air de bien s'entendre sur le terrain. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est amené à continuer aussi? Un peu la même question avec les Sixers. Est-ce que tu penses que c'est le duo qui va faire que cette équipe de Boston peut aussi aller continuer à progresser et aller chercher un petit peu plus haut, un peu mieux que cette sixième place pour l'instant à l'Est? Moi, je suis très
convaincu et très enthousiaste sur ces Celtics parce que, en fait, il y a un aspect que j'attendais de voir pour Tatum, c'est que la saison passée, c'était la première sans Kyrie. Donc, automatiquement, quand Kyrie est parti, le spotlight est directement arrivé sur lui. Donc, même quand Kemba a signé, malgré son gros contrat, tout le monde savait que le numéro un d'équipe, c'était Tatum. Là, depuis le début de saison, comme Seb l'a dit, Brown est en état de grâce. C'est quelque chose dont il faut profiter quand tu es une équipe, que tu as la possibilité d'avoir ton second couteau qui est en état de grâce, il faut en profiter. Et Tatum, lui, alors oui, il y a certains shoots qui sont mauvais, c'est normal qu'il prenne quand même ses shoots, ça reste un franchise player, un all-star, voilà, un très grand joueur, mais il force pas tant que ça en fait. C'est-à-dire que si faut que lui, il en mette 22 pour que Brown en mette 35, bah, il fera 4 passes D à côté, 5 passes D, il s'écartera des systèmes, il mettra juste la balle au poste pour Tice qui lui ressortira sur Brown et là 3 points. En fait, il a pas ce comportement de forceur qu'on aurait pu attendre d'un joueur qui a un peu un profil à la base kobiesque, quoi. En fait, donc c'est ultra intéressant, hein, d'autant plus le match d'hier. Donc, c'était pour ceux qui regarderont l'émission plus tard, c'était face à Détroit le match en heure française. Tatum, il fait 12 passes D, ce qui est quand même quelque chose à ce à quoi je ne m'attendais pas forcément d'un profil Tatum, surtout pour un joueur qui est en quoi, quatrième année là, je crois. Donc, Ouais. ouais, c'est ça. Donc franchement, non, moi je suis ultra convaincu et forcément, s'il continue à avoir une mentalité comme ça, à vouloir juste la victoire, peu importe qui score, bah franchement, c'est que tout est bénéf pour les Celtics. Après, ils ont la chance d'être dans une superbe structure qui continue à en profiter, hein. Et vous faites bien de le mentionner. Seb l'a dit, effectivement, le calendrier n'était peut-être pas aussi facile que ça pour les Celtics. Comme Ça va d'habitude, continuer, hein. Là, vous inquiétez pas, Boston, ils vont encore perdre quelques matchs hein, parce que je crois qu'il y a Toronto, il y a Miami, il y a 2 fois Miami et Toronto dans les 3 prochains ou 4 prochains matchs, hein, donc bon. je crois que les Wizards aussi sont en calendrier. Mais oui, tu fais me le dire. Après, voilà. Comme d'habitude, on fait une analyse après 6 ou 7 matchs. Bien évidemment qu'on est sur des premières analyses et que la vérité n'est pas forcément là tout de suite maintenant. On essaie d'anticiper au mieux, mais vous le savez, les conclusions hâtives de début de saison sont assez fréquentes. Messieurs, on enchaîne tout de suite avec un autre duo. Cette fois-ci, il nous en reste 2 à voir. On va passer de l'autre côté des États-Unis. On va aller voir du côté des Rockets. Cette fois-ci, on va parler de 2 joueurs. On va parler de John Wall, on va parler de James Harden. Alors, je vous entends déjà arriver. Oui, ils n'ont pas beaucoup joué ensemble. Harden a fait que 2 ou 3 matchs, il me semble. John Wall, pareil. Mais pourtant, les Rockets, pardon, ne sont pas si horribles que ce à quoi on pouvait s'attendre en début de saison. Pour l'instant, ils sont sixième, 2 victoires, 2 défaites. Ils ont loupé un match contre Washington, il me semble, qui avait été reporté. Et puis, bon, bah, James Harden fait du James Harden, 37 points de moyenne pour l'instant. John Wall, on pensait avec sa blessure qu'il allait peut-être un petit peu galérer à revenir et tout. Que nenni, pour l'instant, il a l'air assez bien, il joue assez bien, il joue assez juste aussi. Et ça, c'est important pour les Rockets. La question que je voulais vous poser, c'est justement en voyant les premiers matchs de John Wall, en revoyant aussi James Harden revenir sur cette saison, est-ce que finalement, le Jean Mur, là, il c'est peut-être pas le profil parfait pour le meneur que James Harden avait besoin. Ils ont testé Westbrook, il y a eu pas mal d'ajustements, du Chris Paul aussi. Là, on a John Wall qui est arrivé. Est-ce que c'est le bon profil, enfin, pour remettre James Harden sur orbite et les Rockets sur orbite? Seb, qu'en penses-tu de ce duo-là et surtout des Rockets de ce début de saison? C'est dommage, là, on avait enchaîné 3-4 duos, on disait que du bien, etc. Et là, évidemment, il va falloir un petit peu redescendre hein, parce que, bon, évidemment, il y a que 2 matchs ensemble, hein. Donc là, c'est clairement un match. Oui, il n'y a qu'un match? Parce que Harden, il était out le match du week-end dernier. Ah oui, ah bah, c'est le meilleur, c'est celui que j'ai pas vu. Bon, bah, un match ensemble. Bon. On est sur Donc, on va clairement pas le aller trop spéculatif. vite en besogne sur le duo en tant que tel. Maintenant, sur les Rockets,
Moi, là, encore une fois, je pense pas que ce soit John Wall qui son arrivée, qui va changer grand-chose à la fin de l'histoire, quoi. James Harden, on connaît toutes les casseroles qu'il a au cul, est-ce qu'il va rester, qu'il va pas rester, etc. Donc le contexte est compliqué. John Wall, en tant que tel, pour moi, n'élève pas ses Rockets à une catégorie supérieure. Surtout que, bon, bah, évidemment, sur les quelques matchs qu'on a vus, c'est bien pour un mec qui n'a pas joué depuis 2 ans, mais ça reste encore poussif et c'est normal. Mais c'est mieux que ce qu'on pouvait imaginer, j'imagine. Euh, Christian Wood, on parlait d'état de grâce pour Jaylen Brown. Voilà, là, clairement, Christian Wood, il est en état de grâce aussi, mais je ne pense pas qu'il va rester à ce niveau-là longtemps. Et il a aussi profité du fait qu'il a joué sans James Harden. Donc pour moi, le problème, c'est que ce duo-là, il ne change pas la fin de l'histoire pour cette équipe, quoi. On sait qu'Harden va faire ses stats. Il va sûrement croquer encore la feuille comme c'est pas permis, encore peut-être plus que l'année dernière. Et puis, ouais, je pense que la seule question, c'est de savoir comment John Wall va s'intégrer quand ils vont jouer tous les deux sur une longue période, quoi. Ça c'est une vraie question. Pour l'instant, on ne l'a pas assez vu. Mais pour moi, le vrai problème, c'est que, enfin, il y a pas assez, quoi. C'est pas, dans le jeu, c'est quand même pas beau. Enfin, je suis désolé, bon, il n'y a pas beaucoup de matchs. C'est quand même pas ça. Et puis voilà, et derrière Christian Wood, enfin, il y a plus grand-chose, quoi. Et moi, j'ai peur du moment où, quand on va les voir à pleine puissance, c'est-à-dire avec Harden, Wall et Christian Wood ensemble qui vont jouer à minute comme on va voir toute la saison, j'ai très peur du résultat parce que pour moi, ça ne peut pas marcher en fait, cette équipe. Donc voilà, je n'y crois pas. Désolé. Je crois en James Harden tout seul. Je ne crois pas en James Harden avec quelqu'un à côté, que ce soit John Wall ou LeBron James. Ben, toi, justement, c'était aussi intéressant. Alors, enfin, on a failli. J'y ai pensé à un moment donné, même mettre Christian Wood, du coup, qui a joué plus de matchs que les deux autres, que John Wall et James Harden. Bon, il est moins une star que Harden et Wall. Ben, toi, ce duo-là et surtout cette franchise-là, on le sait, bon, il n'y a que 4 matchs. Pas mal de cas de Covid aussi qui ont empêché la bonne tenue de la saison pour l'instant pour eux. On est toujours sur James Harden, je pars pas. C'est un peu difficile le contexte, comme l'a rappelé Seb. Mais on peut quand même essayer de tirer quelques conclusions de ces premiers matchs et essayer d'anticiper un petit peu. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette franchise-là? Euh, et puis, est-ce que, comme je demandais tout à l'heure, est-ce que vraiment pour toi, John Wall peut être le meneur dont tu as besoin de James Harden après Chris Paul, après Westbrook, sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on sait de John Wall, est-ce que ça peut le faire? Moi, je suis un peu plus convaincu que Seb quand même. Alors, quand on parle du meneur pour Harden, tout le monde sait que c'était Chris Paul, le top mec qu'il lui fallait à ses côtés, hein. Mais je pense que, en fait, je ne sais pas dans quel état d'esprit était le front office de Houston quand ils ont reçu Wall, mais je pense que toute personne extérieure voit que d'un œil positif le début de ce qu'il voit de John Wall, parce que on s'attendait tous à voir un cadavre arriver sur le parquet, et au final, il a gardé une certaine explosivité. Enfin, il a fait deux bons matchs convaincants, il a toujours une vision de jeu que n'aura jamais Russell Westbrook. Donc franchement, c'est assez intéressant. Après, je suis d'accord avec Seb sur le point. Est-ce que c'est le meneur qu'il faut pour Wall, pour Harden, pardon? Bah, ça, je t'avoue que je ne sais pas trop, on verra, mais c'est pas. Enfin, je pense pas que ce soit le profil parfait non plus, parce que Chris Paul avait quand même un shoot beaucoup plus fiable comment dire, que Wall. Et le jeu basé sur la pénétration de. Enfin, si Harden commence à pénétrer comme il le fait en prenant ses pick and roll, bah, la menace qui était Paul à l'extérieur en off-ball, Wall, il est beaucoup moins, quoi. Par contre, là où je suis en désaccord avec Seb, c'est sur le cas Wood et un peu tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que oui, l'effectif est loin d'être parfait, mais on est sorti de cette caricature d'Anthony. On a remis des vrais intérieurs. On a mis un coach qui était basé sur des idées offensives 2020-2021, mais pas caricaturales. Et comme par hasard, tu as un intérieur moderne qui arrive à performer. Déjà que le mec performait pas mal à. J'ai regardé avant l'émission la fin de saison à Détroit. Il a fait une dizaine de matchs à plus de 20, 25 points, enfin entre 20 et 25 points de moyenne, quoi. Donc c'était vraiment correct. Moi, je pense que, bah, alors oui, c'est sûr, il va pas tourner en 26, 12 toute la saison. Enfin, je ne sais même pas en combien il est là, mais il ne va pas tourner à un très très haut,
En très très haut 25, niveau. Il peut, 23-8, pardon. ouais, voilà, 23-8. Mais il peut accrocher un 18-18-8, je pense, sur la saison. Et le fait, rien qu'avoir une alternance intérieure, une vraie alternance intérieure, pas un Clint Capella, bah pour moi, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Après, de là, à prédire de grandes choses, je ne pense pas. Mais je pense que ça peut être pas trop mal à regarder quand même les Rockets cette année. Après, ils ont joué 2 fois les Kings, dont une fois sans Harden. Donc, bon, c'est pas très. On peut pas trop juger. Donc, on verra. Mais moi, je suis assez enthousiaste. 23-11 même pour 11 rebonds pour Christian Wood. Ouais. C'est que les rebonds défensifs. Mais oui, effectivement, c'est un duo. Enfin, en tout cas, ce duo-là des Rockets va demander aussi pas mal de réglages. On va suivre ça, bien évidemment, attentivement. Mais ça faisait partie des équipes dont on voulait un petit peu parler, surtout après ce début de saison compliqué. Pour conclure, messieurs, il nous reste une dernière équipe à voir, une équipe assez plaisante à regarder jouer, qui sont juste au-dessus des Rockets, qui sont cinquième avec 4 victoires et 2 défaites, à égalité avec le Jazz. On va parler des Pels et on va parler de Brandon Ingram et de Zion Williamson qui tourne à 43,7 points de moyenne réunis, 19,7 pour Zion et 24 pour Brandon Ingram. Deux joueurs qu'on attendait, mais qu'on n'attendait peut-être pas aussi bien, peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez un peu de ce duo-là, même des Pels. Est-ce que vous attendiez à ce début de saison positif déjà, avec 4 victoires, 2 défaites? Ils tutoyaient le haut du classement pendant quelques jours là, avec ce début de saison. Une équipe, comme on l'a dit, assez plaisante à voir jouer. Zion qui n'a plus de restrictions de minutes et qui a l'air bien dans ses chaussettes. Brandon Ingram qui fait ce qu'il sait faire, comme l'année dernière où il avait été élu MIP. Au final, on continue sur cette lancée-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette équipe-là, du coup, qui est dans le positif? Seb, je te laisse commencer sur cette équipe des Pelicans. Moi, je suis agréablement surpris par la qualité de jeu qui est proposée, même si l'échantillon de match est petit, évidemment. Ceux qui écoutent l'émission depuis quelques semaines ont compris que j'ai pas un grand amour pour Stan Van Gundy. J'avais peur, honnêtement, j'avais peur. Et puis, je trouve que l'ensemble marche plutôt bien pour l'instant. Je trouve que on parle pas beaucoup de Lonzo Ball, mais Lonzo, je trouve qu'il fait un début de saison vraiment intéressant. Bledsoe un peu moins, et puis pour le dernier arrivé, c'était Adams. Je trouve qu'Adams, il fait son rôle, quoi. Et avec Zion, voilà. Enfin, quand tu as les deux ensemble, tu t'amuses pas quand tu es en face, quoi. Donc, je suis surpris par la qualité de jeu qui est proposée. Maintenant, sur le duo en tant que tel, moi, je vois surtout Ingram. Je vois un peu moins Zion pour l'instant. Je vois Ingram parce que, évidemment, sa manière de jouer fait que tu le regardes tout de suite. Et puis parce qu'il a vraiment step up, encore une fois, quoi. C'est une progression qui est constante, qui est progressive aussi, d'année en année. C'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas trop encore d'Ingram. C'est qu'il n'a pas fait un énorme step up d'une année à une autre, quoi. C'est que ça monte progressivement, mais encore, quoi. On a vraiment l'impression qu'il gagne encore en maturité. Il fait de moins en moins d'erreurs à la con, il perd de moins en moins de ballons. Sur les quelques matchs que j'ai vus, je trouve que ses choix de shoot sont beaucoup plus intéressants. Enfin voilà, il fait tout mieux. Il fait tout pas extrêmement mieux, mais il fait tout un peu mieux. Et là, on commence à se rapprocher et qu'on commence à voir ce que Ingram peut donner à son prime, quoi. C'est-à-dire un mec qui va être en 26-27 points et 5 rebonds, 5 passes, quoi, les yeux fermés. Donc ça, d'accord. Maintenant, sur Zion, le seul gros point positif, c'est que pour l'instant, il a l'air de tenir physiquement, on va dire. Je crois qu'il a joué tous les matchs et je crois il joue pas mal en plus. Donc ça, d'accord, ça c'est bien. Maintenant, sur son jeu en tant que tel, bon, je sais pas, moi j'avais pas des énormes attentes, donc je suis pas particulièrement déçu ou surpris parce que je disais bon, on va voir ce qu'il donne, quoi. Ceux qui pensaient qu'il allait exploser et que ça allait être LeBron dès sa vraie première saison et qu'il allait mettre 25 points tous les soirs, je pense que ça ne sera pas cette saison encore, hein. Il a quand même encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais pour un type qui a connu des galères physiques, etc., il est quand même assez, il faut le dire, on a envie de le voir jouer, quoi. On a envie de voir ce qu'il va donner parce qu'il a une explosivité folle et il commence à la montrer progressivement. Donc, et puis j'aime bien ce que fait Van Gundy avec lui. Je trouve qu'il l'utilise assez intelligemment et il le crame pas trop dès les 6 premiers matchs. Ça peut paraître logique,
Mais connaissant Van Gundy, on ne sait jamais, quoi. Donc voilà, moi je suis plutôt content de l'équipe plus que du duo en tant que tel. Enfin, pour moi, c'est plus Ingram qui est au-dessus de la volée. Je suis en train de regarder, c'est le 6e temps de jeu tous les deux ensemble des Pels. On a d'abord Ball Ingram, Steven Adams Adams Ball, Bledsoe Zion, Ball Zion, et du coup Ingram Zion, 121 minutes pardon, depuis le début de la saison tous les deux ensemble. Donc voilà, ils sont plutôt complémentaires l'un après l'autre et double menace et des menaces différentes aussi pour les Pels. Pour terminer, du coup, Ben, toi, qu'est-ce que tu penses de cette équipe et surtout voilà, d'Ingram, de Zion, de ces Pels-là qui sont donc avec un bilan positif pour l'instant? Euh, alors moi, comme Seb, je suis très très surpris d'Ingram. C'était pas un joueur dont j'étais très très fan quand il était aux Lakers et tout. J'avais un peu comment dire, de doute à son sujet. Et donc l'année dernière, il a explosé. Ça, bon, bah, c'était franchement, enfin, ça m'a déjà fait bien mentir. Et cette année, il a développé deux petites choses qui, pour moi, le font passer vraiment dans la catégorie au-dessus. C'est j'ai vraiment l'impression qu'en création pour les autres, il est vraiment plus fort qu'avant. Donc certes, il y a la stat, il a gagné, je crois, 1 ou 2 passes D par match cette saison par rapport à la saison passée. Mais j'ai vraiment l'impression que la saison passée, c'était une sorte de remise en confiance pour lui-même de voilà, maintenant je suis tout seul, j'ai ma franchise, je suis franchise player quasiment, même s'il y avait Zion qui était à côté blessé. Mais voilà, c'est ma franchise et je fais un peu ce que je veux. Et cette année, voilà, il veut passer le cap playoff, etc. Et donc, vraiment, il implique tout le monde. Et je trouve que ça se voit vraiment bien. Il y a vraiment même des gars dont je n'étais pas forcément convaincu, comme Bledsoe, par exemple, qui se retrouvent vraiment là-dedans. Et deuxième chose, c'est que sa sélection de shoot, surtout à 3, j'ai vraiment l'impression qu'elle est meilleure. C'est-à-dire qu'il a vraiment des moves de superstar. Je prends le pic et je pull-up à 3. Un truc qu'il faisait rarement ou quasiment pas la saison passée. Là, c'est vraiment un truc de KD ou de mecs comme ça, quoi. C'est du move de superstar. Donc, alors oui, il faut qu'il progresse encore sur certaines choses. Oui, ses shoots sont mieux, mais il peut encore s'améliorer. Oui, il peut être un peu plus dur. Mais franchement, Ingram, très, très surpris. Et pour parler de la complémentarité avec Zion, cet aspect de créateur de jeu plus menace de plus en plus sérieuse longue distance, bah, ça rentre parfaitement avec les Zion, en fait. Donc, pourquoi pas? En fait, moi, je n'étais pas forcément convaincu sur leur complémentarité, mais plus le temps avance, plus je me dis pourquoi pas. Alors, jusqu'à où, c'est toujours la même chose, on ne sait pas, mais why not? En tout cas, pour Et l'instant, puis sur jusqu'à les grosses la place. équipes, enfin sur les gros matchs qu'ils ont eu, ils ont eu quoi? Ils ont eu Miami, Toronto en premier Fois jour Toronto. et 2 fois Toronto. Ouais. Euh, Franchement, ils montrent des bonnes choses, quoi. Même à Miami, quand ils perdent, c'est pas ridicule du tout. C'est vraiment cohérent, quoi. Et ça, pour le coup, je pense que les fans des Pelicans ne s'attendaient pas du tout à ça. Donc ça, pour le coup, c'est bien. Maintenant, évidemment, hein, parce qu'on parle beaucoup de la santé de Zion, mais Ingram aussi peut être fragile. Donc, pour le moment que les deux restent en bonne santé, et puis franchement, ça peut faire quelque chose de vraiment très, très bien, quoi. Et en tout cas, on leur souhaite à ces fans des Pels et à ces Pelicans-là qui sont, comme je vous le disais, 5e pour l'instant au moment où on enregistre l'émission de la conférence Ouest, 4 victoires. 2 défaites, on pense bien évidemment aussi, on les mentionne, hein, les autres duos qui performent plutôt en ce moment. Fournier-Vucevic qui sont plutôt pas mal, qui était l'une des dernières équipes invaincues de la Ligue parce qu'il n'y a pas si longtemps. Collins Young qui sont toujours très offensifs et qui sont plutôt pas mal, qu'on fait mal aux Nets aussi. Chris Paul et Booker qui sont deuxième pour l'instant à l'Ouest avec 5 victoires, 2 défaites avec les Suns. Kawhi Leonard et Paul George qui sont premiers de la conférence Ouest. On pense aussi à Anthony Davis et LeBron James, troisième de la conf Ouest et qui font leur petite saison tranquille. On pense bien évidemment à Tranquille. ces duos tranquilles dans des chaussons. Je ne sais plus qui disait ça, mais Vraiment détente, hein. dans- les pieds dans des chaussons pour Ah bah ouais, LeBron, il est tranquille, quoi. jusqu'au Comme ça, playoff. il peut jouer jusqu'à 45 ans, lui, hein, sans problème. Carrément, mais voilà, on pense à ces duos, on en parlera peut-être
au fil de la saison, bien évidemment. Messieurs, on va terminer ce débat et passer à la toute dernière partie rapidement. Je vous ai préparé un petit quiz, un petit qui a dit. On enchaîne ça tout de suite. Si vous voulez jouer avec nous, pardon, chez vous aussi, si vous écoutez, n'hésitez pas à nous donner vos réponses. Messieurs, c'est parti pour le qui a dit de la semaine. Je vous rappelle les règles, messieurs, de ce qui a dit. Bon, on est à la maison, du coup, les problèmes de connexion peuvent être La triche. une bonne excuse si jamais vous perdez. Mais en tout cas, voilà, je vous ai préparé des citations qui ont été dites cette semaine. Vous devez me dire en premier qui les a dites, tout simplement. On va commencer avec du très simple. Je marque les points, je note les points, vous inquiétez pas, tout est dans la tête. Messieurs, ça se joue entre vous deux. C'est du 1-1. Seb, Ben, la première citation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a un super agent et je suis content pour lui et sa famille. Shaq. Bien joué, très bien joué. Si tu as un point supplémentaire si tu me donnes de qui il parle. Bah, Gobert. De Gobert, bien joué, ça fait 2 points. Shaquille O'Neal qui parlait de Rudy Gobert en disant si j'étais Boogie, je regarderais le foutu contrat qu'a eu votre gars de Utah. Je ne veux pas jouer les haters, mais ça devrait être une motivation pour les petits gamins. Avec 11 points de moyenne, tu peux toucher 200 millions de dollars. Il est pas gentil. Hein. Et la rage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'ils ont un contentieux, si s'est passé Il a quelque pas chose. tort. Hein. Il a pas tort dans le fond, même s'il ramenait un joueur à juste ses points par match, c'est complètement con. Mais je sais pas pourquoi il est taquin. Il s'est dit, bon, cette année, je vais me faire Gobert. Donc voilà. Mais en tout cas, ça fait 2 points pour toi. C'est bien joué. 2 points toujours en jeu avec cette citation. Si vous me donnez le joueur qui a fait, enfin, du coup, c'est un joueur qui a fait cette citation et celui dont il parle. 2 points en jeu. Il n'allait pas nous laisser perdre vu la manière dont il s'était préparé toute la saison. Il détestait Miami, il détestait LeBron, Wade et Bosh. Ah, Ah, moi, attends, c'est qui? Moi, je l'ai. Tu l'as ou pas, Seb? je sais de qui il parle, mais je sais pas qui le dit. C'est JJ Barrea. Très bien joué. Et du coup, il parle de. Enfin, il parle de Dirk. Très, très bien joué. Effectivement, on égalise pour Ben. Didi Barrea qui parlait de Dirk en disant que Dirk en fait, détestait le trio fou des Miami Heat. Donc, il avait lui, pareil, un petit contentieux à régler, qu'il avait pris ça personnellement. Très bien joué, Didi Barrea qui parlait donc de Dirk Nowitzki. Ça fait 2-2. Messieurs, celle-là, elle est très courte. Restez concentrés, mais Oh, elle est merde. assez simple, je pense. En sortant, il m'a dit, ils sont à toi. Elle était censée être simple, ça? Ouais. En sortant, il m'a regardé et il m'a dit, ils sont à toi. C'est un petit indice, c'est un fait historique. On relate un fait historique. LeBron? Non, Hmm. Tony Parker. non. C'est un C'est joueur qui joue actuellement. c'est des coachs. Hein. Ah, oh merde. Attends. En sortant, il m'a regardé, il m'a dit, ils sont à toi. Popovic, Becky Spolstra? Hammon. Non. T'as dit quoi, Ben? Popovic, Becky Hammon. Exactement. Très Ah, mais bien joué. oui! Très bien joué. C'était le match Lakers-Spurs. Au final, Pop se fait exclure et laisse la place de head coach à Becky Hammond en lui jetant un petit regard et en lui disant, les gars, ils sont à toi. Très bien joué, Ben. Tu passes devant. Messieurs, il m'en reste 2 pour peut-être terminer ce quiz. L'avant-dernier, nous l'avons directement lancé dans le grand bain, ce qui est très injuste pour lui. Il n'a pas eu de Summer League, il n'a pas pu profiter d'août et de septembre pour aller se frotter à d'autres joueurs NBA en Floride. C'est dur, mais il a besoin de passer par ça pour apprendre et progresser, même si c'est frustrant. C'est nécessaire. Oh merde, qui a pu dire ça? Je crois savoir de qui il parle, mais je sais pas qui c'est, en fait. Tu peux marquer un point, tu peux sécuriser ce point-là. Kylian Hayes. Exactement. Et du coup, qui a ton Dwayne Bah, avis? Casey? Derrick Rose. Exactement. Dwayne Casey, exactement, son coach, à Kylian Hayes qui parlait du joueur français en parlant de ses difficultés et en disant qu'il fallait peut-être lui laisser un peu de temps puisqu'il n'avait pas eu de Summer League et il n'avait pas pu se frotter à tous
ces joueurs NBA. Très bien joué, Benjamin. Le- On est honnête, le Dwayne Casey, c'est Seb, ça fait un chacun. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, s'il vous plaît. Messieurs, le dernier peut-être pour vous départager. Celle-là, elle est technique. Elle n'est pas simple, mais elle est simple pour moi. C'est un indice en soi. Oh là là. Je vous la fais en anglais dans le texte. I definitely need a beer after this one. Ouais, non, mais là, c'est après, avec l'accent du Nîmes, normalement, ça vaut 5 points, là. J'avais vraiment besoin d'une bière. J'ai vraiment besoin d'une bière après ce match. Steve Nash. Exactement, très bien joué. Très, très bien joué. Steve Nash qui parlait du match, après le match Atlanta le 31 décembre, qui disait qu'il avait véritablement besoin d'une bière. Bien joué, Seb. Au final, ça fait une égalité, si je ne dis Ouais. pas de bêtises, avec le point que tu as marqué juste avant. Comment ça, une égalité? Ouais, ça fait 4-4. Moi, je compte du 4-4. On se recompterait, enfin, tout est enregistré, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a la VAR, comme d'habitude, pour ce quiz. En tout cas, les gars, merci beaucoup pour cette émission, encore une fois. J'espère que normalement, au niveau timing, on est plutôt pas mal. On commence à rentrer dans les clous. Voilà pour cette première émission de l'année. Les gars, merci beaucoup. Bon courage pour cette nouvelle semaine basket qui arrive. Encore pas mal de matchs, beaucoup de choses à analyser. On se retrouve, nous, la semaine prochaine sur Time Out pour parler basket. On se donne rendez-vous sur les réseaux aussi, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, pour nous suivre. N'hésitez pas. Et puis voilà, les gars, merci encore une fois. Bonne année à vous, une nouvelle fois. Et puis, à la semaine pro pour une nouvelle émission. Ciao!